Oh, bonjour vous. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais il faut m'excuser, j'avais mon mémoire à rendre et j'avais pas le choix. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à l'aventure avec moi. On va s'immerger parmi les pirates, mais pas n'importe lesquels. Si à la simple évocation de ce mot, vous imaginez déjà de grands barbus balafrés coiffés d'un tricorne, écumant mers et océans à la recherche de trésors cachés et de bateaux à piller, vous vous trompez. Ensemble, on va se plonger dans les différents récits des femmes pirates, et croyez-moi, elles n'avaient définitivement rien à envier à leurs homologues masculins. Anne Bonny et Mary Read étant les plus célèbres, je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter leur histoire, mais si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Il faut savoir que les femmes qui sont entrées en piraterie y sont venues pour les mêmes raisons que les hommes, à savoir la cupidité ou la misère, la soif d'aventure, mais surtout la fuite d'un monde trop étroit pour leurs ambitions. On peut facilement imaginer que l'univers de la piraterie, de par son code et ses mesures sociales réactionnaires, se voulait être une société alternative et libertaire, et qu'il a accordé une place de choix à la gente féminine. On est carrément à côté de la plaque. Dans la majorité des cas, les femmes pirates ont mené leur carrière dans l'anonymat, sous des noms d'emprunt et dans des habits d'hommes. Dans la piraterie comme ailleurs, le genre féminin fut bien souvent un handicap. Mais c'est sans compter sur la bravoure et la férocité de ces femmes à défier ces codes les opprimant. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir avec moi les incroyables histoires de ces femmes pirates qui ont marqué leur région mais également leur époque. Allez, c'est parti. Le récit nous est raconté par Saxo Grammaticus, clerc de l'archevêque Absalon qui l'avait chargé au XIIe siècle de raconter les récits des conteurs et des voyageurs qui avaient visité le Danemark. Grammaticus prit l'affaire très au sérieux puisqu'il est rédigé en 16 volumes et dans un excellent latin. Danorum Historiae? Comment on dit en latin? Danorum Historiae. Dans cet ouvrage, il raconte les exploits au livre 7 de la princesse Alfhild dont il a latinisé le nom en Alvida. 4 siècles plus tard, Olaus Magnus, savant suédois et archevêque d'Uppsala, s'inspirera de cet ouvrage pour raconter à son tour, dans son Histoire des pays septentrionaux, la vie de la jeune femme. Mais les aventures d'Alfhild relèvent-elles du mythe ou de la réalité? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alfhild est la fille du roi Siward, roi viking de Gotland, une île située au sud-est de la Suède. Dès son plus jeune âge, elle reçoit une éducation stricte de la part de ses parents. Ils l'ont élevée dans la modestie et la réserve, lui ont appris à cacher sa beauté sous un pan de sa robe et à éviter d'attirer les regards. Mais Alfhild grandit, et vint le jour où son père estima qu'il était temps de la marier. La règle est simple, il y a 2 vipères qui gardent une porte, et les candidats qui testeront et échoueront auront la tête au bout d'une pique. Eh ben j'aimerais pas être celui qui ramasse les têtes. Parmi tous ceux qui essaient, un homme se démarque, le prince Alf. Il relève le défi et pour y parvenir, il se couvre d'une peau de bête tachée de sang. Les serpents, attirés par l'odeur, se jettent sur lui et vident leur venin dans la peau. Alf saisit une barre de fer rougie au feu et l'enfonce bien profond dans la gorge d'un des serpents, ce qui le tue sur le coup. Quant à l'autre, il se munira de sa hache et lui tranchera la tête. Bon, c'est quand même bien difficile à croire, mais continuons. Une fois les reptiles tués, Alf réclame la main de Alfhild. Mais Siward émet une autre condition. Sa fille étant une princesse libre, elle doit donner son consentement. Alfhild, déjà éprise du prince, lui donne son consentement, mais sa mère lui reproche la facilité avec laquelle elle s'est laissée séduire. C'est un dilemme pour Alfhild, qui ne veut ni renoncer au prince, ni aller à l'encontre de sa mère. Alors, pour se donner du temps, elle choisit la fuite. Mais attention, Alfhild ne part pas se planquer au fin fond d'un monastère, non. Elle part du coup sur les mers et les océans en tant que pirate. Dans le plus grand des secrets, elle se vêtit en homme et se munit de tout un arsenal qui lui permettront de piller les villages ainsi que les navires marchands.
Afin de dissimuler son identité ainsi que sa sexualité, elle pose sur sa tête un casque conique à nasal qui lui dissimule le visage. Dans un premier temps, l'équipage d'Alfhild sera composé que de femmes. Habituées à naviguer dans ce pays d'eau et de bois, ces femmes font honneur à l'idéal viking. Un peuple de guerriers et de marins endurcis par un climat où ne survivent pas les plus faibles. Quelques semaines plus tard, la troupe croise la route d'un équipage qui est démuni depuis la mort récente de leur capitaine. Ah les gars, il y a encore le corps de leur capitaine qui flotte par terre, qui sont déjà en train de rejoindre un autre équipage. Ça en dit long sur leur loyauté quand même. Durant plusieurs mois, tous ensemble, ils organisent plusieurs raids et pillent et incendient les villages. Faut pas croire, hein, les navires marchands prennent aussi tarif. Avec leurs différents raids, les troupes d'Alfhild réussissent à détourner les richesses des pays baltes, des îles britanniques et de l'Europe centrale. Mais il ne faut pas oublier un coco dans l'histoire. Et oui, le prince Alf n'a pas renoncé à sa victoire et il est parti sur les mers pour retrouver Alfhild. Un soir, alors que le prince s'engage dans un fjord en Finlande, les troupes et les éclaireurs annoncent que les côtes sont occupées et que les forces sont supérieures. Les guetteurs adverses, ayant repéré les navires, sonnent l'alerte. Il faut comprendre qu'en ce temps-là, aussi bien en Suède, en Finlande ou en Scandinavie, que tout navire est un potentiel ennemi. Il est donc tout à fait normal de privilégier l'attaque. Le prince est surpris par l'attaque mais également inquiet car les forces sont bien supérieures. Des capitaines veulent quitter le navire mais j'imagine que Alf, par son immense charisme, réussit à les retenir. Les navires se rencontrent et la bataille est lancée. Et c'est ainsi qu'après avoir remué ciel et terre pendant plusieurs mois, au détour d'un fjord, au cœur d'une bataille, qu'Alf retrouve la femme qu'il était parti chercher. Alfhild se trouve là, devant lui. La bataille s'interrompt et Alfhild dépose les armes. La pirate redevient princesse et l'aventure pirate d'Alfhild s'arrête là aussi brusquement qu'elle a commencé. Nous ne connaissons pas tous les exploits de la princesse pirate. Les détails manquent sur le nombre de ses navires, sur la durée de son voyage et son itinéraire, et même sur la période exacte à laquelle sont censés se dérouler les événements. Il est également difficile de croire à l'épisode des vipères gardiennes. Il faut bien admettre que la nature des sources de Saxo Grammaticus laisse à désirer. Bon, pour sa défense, à part quelques inscriptions runiques, les vikings n'ont pas laissé beaucoup de traces. Le cas d'Alfhild est donc très intéressant puisqu'il ne révèle pas d'un caractère extraordinaire. Il se différencie de ses congénères puisque chez les vikings, l'association femme-bateau ne semble pas poser problème. Ce constat est appuyé par l'archéologie qui a découvert des navires servant de sépulture pour des femmes vikings. L'un des exemples les plus célèbres est le bateau d'Osberg. Découvert en 1903, il semble être la tombe d'une dame de haut rang morte aux alentours de 800. Selon certaines hypothèses archéologiques, celui-ci contiendrait la sépulture de la reine Assa. Allez, il est temps de quitter la fraîcheur de la mer du Nord pour se réchauffer vers la mer Méditerranée avec... C'est vers 1485 que naquit Saïda al-Houra au sein du royaume de Grenade, dans le sud de l'Espagne actuelle. Issue de la famille musulmane des Banu Rachid, elle avait des origines maroco-andalouses. Son père fut le célèbre chef idrisside Ali ibn al-Rashid, descendant d'Abdeslam ben Mchish Alami, fondateur en 471 de la ville de Chefchaouen. Ah désolé les gars si j'ai mal prononcé, n'hésitez pas du tout à me corriger si vraiment c'est n'importe quoi. Sa mère, Zara Fernandez, était une femme espagnole d'origine morisque ou moudérare. De l'enfance de Saïda, nous ne savons que très peu de choses. Son nom nous est d'ailleurs aujourd'hui inconnu. Il n'y a aucune certitude à ce sujet. Certaines chroniques parlent d'Aïcha, d'autres de Fatima. Mais bon, c'est pas très important puisque c'est sous le nom de Aïda al-Houra qu'elle nous est aujourd'hui présentée. Al-Houra est un titre honorifique signifiant la dame libre. Il lui fut donné à la suite de sa nomination en tant que gouverneur de la ville de Tétouan. L'enfance de Saïda s'inscrit dans un contexte particulièrement violent. Elle et ses proches durent faire face à la Reconquista en Andalousie, où de nombreux musulmans et musulmanes perdirent la vie, mais également face aux Ibères qui occupèrent de nombreuses villes côtières. En l'an 1492, le souverain d'Espagne Ferdinand II d'Aragon, accompagné de son épouse Isabelle de Castille, finit par conquérir le royaume de Grenade, alors sous l'emprise de Muhammad XII. Cela marque la fin du royaume musulman de Grenade et met un terme à la présence du pouvoir islamique en Espagne. Cette défaite du pouvoir islamique oblige un grand nombre de musulmans à s'enfuir ou à se convertir. C'est ainsi que la famille de Saïda prirent la décision de s'en aller et de s'installer au Maroc. Son père fonda alors la ville de Chefchaouen et en devient le gouverneur. Chefchaouen est une ville-état qui s'imposa comme une forteresse pour les tribus avoisinantes et comme un centre de résistance contre les Portugais qui occupaient les villes voisines de Ceuta, Tanger, Asila et Larache. Après le tumulte de la Reconquista, c'est à Chefchaouen que l'enfance de Saïda se déroula paisiblement. Attachée à la terre d'Espagne qu'elle avait tant aimée, Saïda resta longtemps marquée par l'exil forcé. Durant l'année de son 16e anniversaire, Aïda épousa le prince de Tétouan Ali al-Mandri, de 30 ans son aîné. Leur union fut le fruit d'une consolidation aussi bien politique que diplomatique de deux familles d'influence faisant front commun contre l'oppression chrétienne. À ses côtés, elle fut formée à l'art de gouverner. C'est ainsi que débuta ses premiers pas déterminant son engagement politique. À présent au pouvoir, la seule pensée qui l'animait était de se venger de la perte du royaume infligée par les chrétiens. C'est donc comme un rempart aux invasions espagnoles et portugaises qu'elle souhaite se dresser.
Pour solidifier sa stratégie et avoir un impact plus conséquent, elle se rapprocha du redoutable corsaire turc Haruj Reis Barbarouk, connu également sous le nom de Barberousse, avec qui elle souhaitait s'allier. Ensemble, leur mission était de mener des expéditions punitives contre les Espagnols et les Portugais. Il était donc décidé que Barberousse contrôlerait l'est de la Méditerranée et que la flotte de Saïda contrôlerait l'ouest. C'est ainsi que débuta la piraterie pour Saïda. Faut avouer que la meuf elle en veut quand même. Oh non, mais ça peut être tellement mal interprété ça. Saïda, accompagné d'une flotte armée et qualifiée, parvint très vite à mettre en difficulté les camps espagnols et portugais. Ces expéditions devinrent très rapidement d'une grande utilité. Il lui permettait d'une part de mettre des coups durs à ses ennemis portugais et espagnols, et d'autre part d'une source de revenus qui permettait d'entretenir et d'améliorer les infrastructures de sa cité. Pour chaque prisonnier qu'elle capturait, elle imposait aux dépens de leur vie rançon et butin. C'est au nom de la liberté que Saïda gouvernait et naviguait. Convaincue par sa mission, elle désirait effrayer ses ennemis et montrer que nulle conquête ne pouvait être espérée ni même envisagée. Lorsque l'on lit les chroniques chrétiennes du XVe siècle, on se rend très rapidement compte d'à quel point ces expéditions étaient dissuasives. Son nom devint très vite craint et qui savait que Saïda était sur les eaux ne voulait pas s'y aventurer. Grâce à la réussite de ces opérations qui résonna dans tout l'ensemble du royaume marocain, Saïda obtient une très grande renommée. Si bien qu'en 1541, le roi du Maroc Ahmed al-Ouatassi la demanda en mariage. Saïda, fidèle à elle-même, refuse de se déplacer et demande à ce que le roi, s'il souhaite réellement l'épouser, se déplace dans la ville de Tétouan. Lorsqu'il arrive dans la ville de Tétouan, Saïda lui explique qu'elle n'a nulle intention de renoncer au règne même s'il se marie. L'année suivante, le mariage fut contracté. Ahmed al-Ouatassi, le roi du Maroc, fit le voyage jusqu'à Tétouan pour l'épouser. Comme promis lors de leur première rencontre, Saïda continua de diriger la cité et resta gouverneur pendant plus de 30 ans. Cependant, en 1542, alors qu'elle ne s'y attendait pas, son beau-fils la destitua. Dépouillée de ses biens, de son pouvoir et de sa gloire, elle s'en alla et fit le choix d'aller finir ses jours dans sa ville natale, Chefchaouen. On ignore encore aujourd'hui les circonstances et la date de sa mort. L'histoire de Saïda al-Wara est intéressante à bien des égards. Elle est intéressante car elle vient une fois de plus nous montrer que le modèle d'action et de pensée que certains tenteraient de nous imposer par des arguments d'autorité est très facilement questionnable. Dans le Maroc du XVIe siècle, être une femme musulmane, gouverneur et pirate pouvait être un choix politiquement assumé qui conférait par là même un certain respect. Il est maintenant temps pour nous de quitter la mer Méditerranée pour rejoindre les Caraïbes avec une certaine pirate qui n'est pas trop connue. Jacquot vit le jour à Haïti, ancienne colonie française de Saint-Domingue, au XVIIe siècle. Le peu de sources mentionnant Jacquot nous pousse à croire qu'elle vient de la légende. Mais que sait-on alors de la pirate Jacquot de la Haye ? Eh bien, pas grand-chose. On sait qu'elle possédait de longs cheveux roux, de beaux yeux verts, et qu'elle se battait aussi bien qu'un homme. Née aux alentours de 1630 à Hispaniola dans les Caraïbes, elle est le fruit d'une union sans amour entre un pirate breton alcoolique et une mère haïtienne morte en couche. La jeune Jacquot va grandir comme elle peut dans un monde sans amour et sans éducation. Après la mort de son père, qui est sûrement mort après une baston d'ivrogne, Jacquot embrasse la piraterie vers l'âge de 15 ans et suit donc le parcours de son père. On va pas se mentir, les débuts sont compliqués et elle devra faire ses preuves dans ce monde rempli d'hommes. Mais c'est sans compter sur la détermination de Jacquot de la Haye et le fait qu'elle n'ait pas froid aux yeux, elle n'hésitera d'ailleurs pas à voler pour se remplir le ventre et aider ses camarades. Malheureusement, le monde de la piraterie étant rempli d'hommes et dénué de morale, la jeune et jolie Jacquot de la Haye sera victime d'agressions sexuelles et subira de nombreux viols. Mais il est de notoriété publique que plus tard, Jacquot de la Haye se vengera de ses agresseurs et n'hésitera pas à mettre un bon gros coup dans les roustes, voire à les tuer. Qu'on aime ou pas la méthode de Jacquot, ça fait quand même plaisir de voir que les violeurs ne sont pas impunis. Mais bref, reprenons. Son activité pirate lui prend tout son temps. Elle sillonne les mers turquoises, qu'elle rougit du sang de ses ennemis qui ne veulent pas se rendre. Il faut reconnaître que l'empathie et la piété ne sont pas des vertus qu'elle pratique souvent, quoi. Le vent finira par tourner et Jacquot de la Haye devra se faire passer pour morte lors de l'assaut d'un navire marchand qui tournera à son désavantage. Mais tel le phénix, elle renaît de ses cendres et se fera passer cette fois-ci pour un homme. Elle continuera sa carrière de pirate sous les traits d'un homme et dirigera même plusieurs centaines d'hommes pendant plusieurs années. Son imposture finira par être découverte et la renaissance de Jacquot va effrayer toutes les mers. La revenue de la mort rouge était née. Jacquot, accompagnée de son fidèle équipage, finira par s'amarrer sur une petite île des Caraïbes dont elle en fera son royaume et qu'elle appellera la République des Pirates. C'est sur cette île qu'elle finira par trouver la mort, défendant corps et âme la République des Pirates. En à peine 30 ans de piraterie, Jacquot a marqué son époque au fer rouge. Comme vous vous en doutez, cette histoire est quelque peu épique mais très peu vraisemblable. Les récits de ses exploits sont attribués à la narration orale, mais également à Léon Tretch, romancier français de 1940. Bien qu'il n'y ait aucune documentation officielle de tout enfant, la légende raconte qu'une petite fille, Dina de la Haye,
aurait repris les traces de sa mère et qu'elle aurait dirigé une petite flotte de boucaniers, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et de voir où est-ce que je peux progresser. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous partager ces histoires qui sont un peu rocambolesques. Et si jamais vous avez pris quelques petits trucs, et bah j'ai tout gagné. En tout cas, merci de suivre cette chaîne et de vous être abonné pour une toute première vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas publié, mais en même temps, c'était un peu compliqué ces derniers temps. En tout cas, j'arrive avec du très lourd et j'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. Sur ce, ciao les petits loups!